enregistres là? Oui. Ok. Alors, donc on reprend l'enregistrement ici. Ok, donc je vous disais que donc, comme sur Terre à un certain moment, hein, eh bien, on peut avoir des inversions de température. Et donc ça crée des couches en fait atmosphériques qui vont être beaucoup plus stables ici au niveau du sol, puisqu'on a un gradient de température positif. Ok. L'autre chose qu'on peut regarder, c'est effectivement le gradient de température qu'on a ici. Hein, comme on l'a fait tout à l'heure comme on l'avait fait pour la Terre et comme on l'a fait tout à l'heure pour Vénus, vous pouvez calculer ici le gradient adiabatique. Donc il faut prendre le bon CP pour les conditions de Mars. On a une masse molaire qui est la même que sur Vénus, hein, 43,5, c'est-à-dire principalement du CO2 avec un peu d'azote. Et puis une gravité, alors là qui pour le coup est beaucoup plus faible, hein. Comme Mars est beaucoup plus petit que la Terre ou que Vénus, eh bien la gravité au sol n'est que de 3,5 mètres par seconde moins 2 à peu près. C'est-à-dire un tiers de la gravité terrestre. Ok, donc si on fait le calcul, cette fois-ci sans se tromper, de ce gradient adiabatique, donc ça va être moins 43,5 10 moins 3 fois 3,7 divisé par 32,5. Ok, si vous faites le calcul, on trouve combien là? Moins 4. Moins combien? C'est un peu plus que Moins 4? 4,95. 4,95. Ouais, c'est ça. Donc à peu près moins 5 en fait. Hein. Moins 5, 10 moins 3 K par mètre ou moins 5 K par kilomètre. Alors, donc ça, c'est le gradient adiabatique. Si maintenant vous prenez des points là sur la courbe, donc on va prendre la courbe violette hein, qui est pas perturbée par le refroidissement nocturne. Donc vous voyez qu'ici, on est à peu près à 260 K au niveau du sol. Si on monte ici à une altitude de 10 km, ici à 10 km, on a une température qui est de l'ordre de 220-225 K. Donc, ça nous fait à peu près 35 K pour 10 km. C'est ça? Ça paraît bizarre. Ouais, plutôt 40 K pour 10 km. Donc, on a quelque chose qui est de l'ordre de 4 K par kilomètre. Bon, c'est pas très loin du gradient adiabatique, mais c'est quand même un peu inférieur. Donc, on peut supposer qu'ici, il y a peut-être quelques processus éventuellement de condensation qui peuvent avoir lieu dans cette atmosphère martienne. Mais c'est quand même assez proche hein, du gradient adiabatique. OK? Alors, autre caractéristique de Mars, donc sur la partie droite, là, ce que vous avez, donc, c'est une espèce de cartographie de Mars traduite en température. Donc, en fait, on mesure l'émission infrarouge et puis on regarde, donc, en fonction de la latitude et de la longitude, comment ça émet. Et donc, on peut remonter comme ça une cartographie en température. Et donc, vous pouvez voir qu'ici, on a une très forte variation en fonction de la latitude. Ok, on a des températures ici qui sont beaucoup plus basses
au pôle sud qu'au pôle nord. Ok, mais ça c'est peut-être simplement dû à la saison, hein. C'est-à-dire qu'ici, on doit être à l'été au pôle sud et ici à l'hiver au pôle nord. Mais néanmoins, si on regarde autour de l'équateur ici, eh bien, on voit qu'autour de l'équateur, on a aussi des grosses variations, hein. Donc, on a des grosses variations de température. Et en fait, ces variations-là, elles sont principalement dues à l'état de surface. En effet, sur Mars, on peut avoir des terrains qui sont très différents, avec des parties sur lesquelles on va avoir plutôt des gros cailloux avec éventuellement de la glace, etc. Et puis d'autres parties où on va être avec de la poussière qui va pouvoir s'envoler facilement. Et donc, en fait, selon qu'on a de la poussière très fine ou des gros cailloux, eh bien, l'inertie thermique va être très différente et donc, du coup, ça va influencer beaucoup la température. Ok, donc ici, on va être très sensible, en fait, même en termes de température, on va être très sensible à l'état de surface, en fait. Ok, regardons maintenant un petit peu ce qui se passe au pôle. Si vous avez ici des images donc, qui ont été prises au pôle sud au cours de différentes saisons. Donc ici, on passe à peu près début octobre, fin septembre. Donc on passe tout le mois d'octobre ici. Ensuite, on va passer au mois de novembre, au mois de décembre, et on arrive jusqu'à fin janvier. Ok, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc on a une structure ici qui est présente avec une température assez basse au niveau du pôle sud. Donc en fait, on se situe ici à l'hiver et on a une calotte polaire qui est formée. Et on voit qu'au cours du temps, donc on va sortir de l'hiver en fait ici et on va arriver au printemps. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que cette calotte polaire, elle est en train de disparaître. Donc en fait, pendant toute la période donc ici on a 4 mois de variation, hein, on sort de l'hiver, donc on a une calotte polaire qui est encore très présente. Et puis, quand on sort de l'hiver, donc pendant le printemps, on a une forte évaporation de la calotte polaire sud jusqu'à ce qu'elle soit quasiment complètement évaporée au niveau de la fin du printemps et début de l'été. Ok, donc ça va avoir une influence très importante sur l'atmosphère. En effet, comme on évapore de la matière depuis ce pôle, eh bien cette matière, elle va être injectée dans l'atmosphère et elle va constituer une part non négligeable, variable, de l'atmosphère. Alors ça a pu être vérifié notamment par des mesures de variation de pression au sol. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait envoyé des sondes spatiales dans les années 70 qui s'étaient posées à différentes latitudes, à 20 degrés nord et 45 degrés nord. Et ces sondes spatiales, elles ont pu mesurer au cours des saisons les variations de la pression atmosphérique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que donc ici, à la sortie de l'hiver nord, eh bien, on a une augmentation de pression. Ça, c'est dû. Donc là, c'est l'hiver nord, hein. Donc ça, c'est dû à l'évaporation de la calotte polaire qui se trouve au nord. Et puis ensuite, on a une chute de pression parce que la matière qui s'est évaporée, et puis la matière qui constitue l'atmosphère, eh bien, elle va venir condenser au niveau du pôle sud. D'accord? Donc ici, on a une évaporation du pôle nord, et puis ensuite, donc on passe dans l'hiver sud, hein, c'est l'été au nord, et l'atmosphère va venir condenser au niveau
du pôle nord, du pôle sud. Donc, on a une forte chute, en fait. Vous voyez qu'on passe ici d'une pression qui varie de, bon, ça varie de 0,5 millibars. Hein, ça passe ici de 9 à 9, 9,2, 9,2. Ici de 8 quelque chose à peu près 8,5. Donc, on a une variation ici de quelques dixièmes de millibars quand on évapore le pôle nord. Et puis ensuite, ici, on a une chute qui est de l'ordre du millibar quand on vient venir condenser au pôle sud. Et puis ensuite, donc le pôle sud va sortir de l'hiver, va se réchauffer, va se réévaporer, et donc on observe une réaugmentation de la pression, et il va tellement se réévaporer qu'on va même dépasser la pression qu'on avait ici au sortir de l'hiver du pôle nord. Et donc on va atteindre ici, quand c'est le printemps au sud, eh bien c'est l'automne au nord, on est au maximum de pression, et ensuite le nord passe dans l'hiver, et donc on va avoir de la condensation qui va se faire au niveau du pôle nord en hiver. Et puis ensuite on recommence le cycle, hein, on a une réévaporation du pôle nord quand on sort de l'hiver, on est à l'été sud, et puis de nouveau on va passer à une condensation quand on va passer à l'hiver sud. Donc vous voyez qu'on a ces variations de pression finalement qui sont gouvernées par les processus d'évaporation et de condensation à la surface au niveau des pôles. Donc on est très sensible, vous voyez, on est très sensible aux saisons. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a une forte asymétrie en fait entre les saisons. Hein. Vous voyez que ici, quand on a une évaporation du pôle sud ou une condensation au pôle sud, la condensation au pôle sud est beaucoup plus importante que la condensation au pôle nord. De même, l'évaporation au pôle sud sera beaucoup plus importante que l'évaporation au pôle nord. Ça, c'est dû à l'excentricité de l'orbite dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on est à l'été au niveau du pôle sud, on est plus proche du Soleil, et quand on est à l'hiver, on est au plus loin du Soleil. OK? Donc, on va avoir ces espèces de mouvements annuels de masse d'air du pôle nord vers le pôle sud. OK, ces variations de température, hein, de l'atmosphère, on va les voir au niveau du sol, mais on va les voir aussi à beaucoup plus haute altitude. Hein. On a vu donc, on avait des variations de température en fonction de la latitude, mais on a aussi des variations de température en altitude qui vont simplement refléter ces variations de température au niveau des basses altitudes. OK, ces variations de température, elles vont aussi entraîner des variations de composition de l'atmosphère. En effet, dans les pôles, ce qui est condensé, alors c'est principalement du CO2, bien sûr, mais aussi de la vapeur d'eau. Et donc, en fait, quand les pôles vont s'évaporer, donc vous voyez ici, on va évaporer le pôle nord. Hein, vous vous souvenez, on voyait la pression qui augmentait au niveau de l'été nord. Eh bien, quand on a cette évaporation au pôle nord, on voit apparaître ici, en rouge, des grandes quantités de vapeur d'eau. Donc, on a de la vapeur d'eau qui s'évapore, qui apparaît dans l'atmosphère sous forme de vapeur. Et puis ensuite, quand on va passer ici à l'hiver, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va condenser la vapeur d'eau au niveau du nord et évaporer la vapeur d'eau au niveau du sud. Et donc, vous voyez que ces mouvements d'air, en fait, ils entraînent des mouvements, des variations aussi de composition atmosphérique en fonction de la latitude et en fonction de la saison.
Donc, on va avoir des saisons plus humides, on va dire, quand c'est l'été au nord et quand c'est l'été au sud que dans les autres saisons. OK. Si on regarde maintenant l'ozone, on a dit qu'il y avait des faibles quantités d'ozone. Eh bien, on a pu suivre aussi ces variations de quantité d'ozone dans l'atmosphère. Et on voit qu'on a aussi des variations en fonction des saisons. Alors, juste, donc je vous rappelle les saisons. Ici, on commence par le printemps au nord, on passe à l'été au nord, puis à l'automne au nord, puis l'hiver au nord, puis le printemps au nord. Et puis, donc, c'est inversé pour le sud. On a l'automne au sud, l'hiver au sud, le printemps au sud, l'été au sud, etc. Donc, ici, en fait, ici, on est au printemps au nord, et on voit qu'au printemps au nord, au niveau du pôle, eh bien, on a un maximum d'ozone. Si on continue dans la saison, eh bien, on va voir que au bout d'un certain temps, on voit apparaître un petit peu ici. Alors, sur les mesures, ce n'est pas très apparent parce qu'on n'a pas beaucoup de mesures, mais sur les modèles qui reproduisent les mesures, on le voit ici. On a ici une forte quantité d'ozone au pôle sud quand c'est l'hiver au nord, l'été au sud. Et puis, quand on avance dans la saison, donc ici, on va être donc ici, on était à l'hiver, l'été au nord, le printemps, l'automne au nord. Donc ici, on va arriver à l'hiver au sud, l'été au nord, et donc on a des fortes quantités aussi d'ozone dans ces saisons-là. Alors, si vous comparez ici les variations d'ozone avec ici les variations de vapeur d'eau, eh bien, vous allez voir que c'est anticorrélé. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'eau, en fait, il y a peu d'ozone. Ici, il y a beaucoup d'eau, il y a peu d'ozone. Ici, il y a peu d'eau, il y a beaucoup d'ozone. Et on va retrouver ça un peu partout. On voit aussi qu'on va avoir en fait de l'ozone qui va se produire plutôt à haute altitude, autour de 40 km. Donc on arrive en fait à expliquer ces variations d'ozone et cette anticorrélation avec de l'eau, eh bien par un cycle qu'on a déjà vu en fait. On l'a revu même au début du cours d'aujourd'hui. C'est un cycle de variation dû à la présence d'oxydants dans l'atmosphère. Si vous vous souvenez, donc sur Terre, l'ozone est obtenu à partir de la recombinaison d'oxygène atomique qui proviennent de la dissociation de O2. Mais sur Mars, on a assez peu de O2. Donc l'oxygène atomique, il provient principalement de la dissociation de CO2. D'accord? Par cette équation de CO2 plus des photons, ça donne du CO plus du O. Et puis ensuite, donc cet oxygène, il va pouvoir se recombiner pour former de l'oxygène moléculaire qui va pouvoir du coup se dissocier pour donner de l'oxygène atomique, qui va réagir sur l'oxygène moléculaire pour donner de l'ozone ici, et puis l'ozone qui se redissocie pour redonner de l'oxygène atomique et de l'O2. C'est le cycle de Chapman là qu'on retrouve. On retrouve le cycle de Chapman qui permet d'expliquer la présence d'ozone dans l'atmosphère terrestre à haute altitude. Donc on va produire comme ça de l'ozone à haute altitude dans l'atmosphère de Mars, avec la dissociation en fait de CO2. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que si on est en présence d'eau, eh bien à ce moment-là, l'oxygène atomique ici, qui est produit lors de la dissociation de l'ozone, eh bien il va pouvoir réagir avec l'eau. Et en réagissant avec l'eau, eh bien, il va donner deux radicaux hydroxyles. Donc 2 OH. Et en fait, cet OH, eh bien, il va pouvoir initier, par le cycle qu'on avait vu ici,
la destruction d'ozone. Hein, l'OH va pouvoir réagir avec le CO pour donner du CO2 plus du HO2, et le HO2 réagit sur l'ozone pour reformer du O2 et du OH. Et donc, dans le bilan de ce cycle, eh bien, on a destruction d'ozone pour reproduire du O2. Hein, c'est le cycle qu'on avait ici, où en fait, donc par ces radicaux OH ici, qui réagissent avec le CO, on va produire du HO2 qui va pouvoir décomposer l'ozone pour redonner de l'oxygène. Et donc, on a ce cycle ici qui permet de détruire à chaque cycle eh bien, de l'ozone. Et puis ici, on a une terminaison du cycle qui se fait par la recombinaison de ces HO2 qui vont donner du H2O2. Et ce H2O2, hein, il a été observé, c'est un oxydant fort hein, qui a été observé dans l'atmosphère de Mars et qui vient confirmer en fait la présence de ce cycle en cas de présence d'eau. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand il y a de l'eau qui est présente, ça a tendance à détruire l'ozone, alors que quand l'eau n'est pas présente, on peut produire de l'ozone grâce au cycle de Chapman. D'accord? Donc, c'est ce qui a été introduit notamment dans le modèle ici, hein, pour reproduire ces variations d'ozone en fonction des saisons. Ça va pour ça? Yes. Ouais. OK. Alors, donc ça, c'est un effet, vous voyez, de saisonnier, en fait, qui fait que ça fait varier, en fait, la composition atmosphérique au cours des saisons. Hein. On va avoir apparition, disparition d'ozone due à l'injection d'eau dans l'atmosphère par les variations saisonnières, évaporation des calottes glaciaires. OK, on va avoir un autre phénomène qui va être impliqué par, enfin induit, plus qu'impliqué, induit par ces variations saisonnières. Je vais récupérer mon... Hop. Vous avez ici deux photos qui ont été prises, vous voyez, à quelques mois d'intervalle de Mars dans le visible. Donc, dans la première photo, on se situe en juin. Et vous voyez qu'en juin, on observe bien la surface de Mars. On observe ici les calottes polaires au nord et au sud. Et puis, on voit quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, eh bien là, pour le coup, la surface de Mars n'est quasiment plus observable. On voit qu'il y a une opacité de l'atmosphère qui a beaucoup augmenté. Ça, c'est dû à la présence de poussière dans l'atmosphère. Donc, on voit qu'en fonction du temps, eh bien, on va avoir la présence ou pas de poussière dans l'atmosphère. Cette présence de poussière, qui est plus connue sous le nom de tempête de poussière martienne globale, eh bien, elle est due, elle aussi, à ces variations saisonnières. C'est des phénomènes qu'on retrouve de manière saisonnière. Alors, comment ça se passe? Donc, en fait, vous avez ici un exemple de ce suivi, justement, de la tempête de poussière. Donc, on repart c'était la première image, hein, on est fin juin en 2001. On a une atmosphère qui est assez claire, avec le code de couleur là, pour la poussière, hein, c'est quand c'est bleu, il n'y a pas de poussière, et quand c'est rouge, il y a beaucoup de poussière. Quand c'est vert, il y a un petit peu de poussière, mais pas beaucoup. Donc, on voit qu'ici, quand on est fin juin, en 2001, eh bien, on a assez peu de poussière dans l'atmosphère. Et puis, quand on avance dans le mois de juin, on voit commencer à apparaître, au bout d'une semaine ici, eh bien, de la poussière qui apparaît au niveau du pôle sud, ou proche du pôle sud. Et puis, cette poussière au niveau du pôle sud, elle ne fait qu'augmenter. On en a de plus en plus. Elle commence à s'étendre en latitude
jusqu'à envahir complètement l'hémisphère sud et puis commencer à s'étendre vers l'hémisphère nord en juillet pour arriver à la mi-juillet, recouvrir quasiment complètement la planète. Et puis on l'a vu après, ça va durer pendant quelques temps. Et on voit que sur l'image qui est ici, en septembre, eh bien, toute la planète est complètement envahie par ces poussières dans l'atmosphère. Alors à quoi c'est dû ça? En fait, ça va être dû à des variations de température au niveau des pôles. En fait, les tempêtes de poussière sur Mars, on a longtemps identifié que c'était dû, elles apparaissaient quand Mars était au plus près du Soleil. Alors, si vous vous souvenez, là, ce que je vous ai montré au début, là, sur l'orbite de Mars au cours des saisons, quand Mars est au plus proche du Soleil, c'est là où le pôle sud est le plus éclairé. Et donc, on va avoir un très fort contraste en fait entre la température de la calotte polaire sud et les zones qui sont environnantes, qui sont chauffées par le Soleil. La calotte polaire sud, elle, comme elle a une calotte à sa surface, eh bien, elle renvoie beaucoup les rayons du Soleil. Elle a un albédo qui est important et donc elle chauffe pas beaucoup. Elle reste à une température qui est relativement basse, qui peut être de moins 100 degrés, moins 120 degrés. Par contre, les zones qui sont autour, où il n'y a pas de condensation, eh bien, elles ont une inertie thermique qui va être plus importante et donc elles vont pouvoir capter plus de rayons solaires et chauffer. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un très grand contraste entre la zone dans laquelle on a de la glace, ici, au niveau de la calotte polaire, et les zones qui sont juste autour, dans lesquelles on a de la poussière qui va être présente. Et le contraste ici en température, eh bien, ça va donner naissance à des vents. Des vents qui vont commencer à souffler, et en soufflant, eh bien, ces vents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont injecter de la poussière dans l'atmosphère. Donc, une fois que la poussière elle est injectée dans l'atmosphère, c'est ce qui se passe ici lors de la première semaine, eh bien, cette poussière qui est dans l'atmosphère, eh bien, elle va capter des rayons solaires et donc elle va chauffer encore plus l'environnement. Donc, en chauffant encore plus l'environnement, eh bien, elle va augmenter le contraste de température. En augmentant le contraste de température, eh bien, elle va entretenir ces vents violents qui commencent à souffler. Et donc, ça va entraîner des vents qui soufflent de plus en plus violemment. Et donc, ça va injecter dans l'atmosphère encore plus de poussière, qui vont chauffer encore plus, qui vont induire des vents encore plus forts, qui vont soulever encore plus de poussière. Et voilà un phénomène qui s'auto-entretient et on va avoir une augmentation de plus en plus importante de la quantité de poussière dans l'atmosphère. Dans le même temps, la calotte polaire sud, donc qui est au contact quand même des rayons du soleil, assez fortement, eh bien, elle va s'évaporer. Donc, elle va injecter dans l'atmosphère du gaz. Et donc, ce gaz, eh bien, la pression va augmenter. Et du coup, comme la pression du gaz augmente, eh bien, ça empêche la sédimentation des poussières. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont soulevées, les poussières, eh bien, il y a du gaz qui vient en plus les soutenir, c'est-à-dire les empêcher de retomber sur le sol, quoi. Et donc, on va avoir comme ça eh bien, un effet d'amplification de la quantité de poussière dans l'atmosphère. Et l'ensemble de l'atmosphère va finir par se retrouver envahi par la poussière avec la pression qui augmente dans le même temps. Et donc, on a une tempête globale avec des vents violents qui soufflent, qui soulèvent de la poussière, une poussière qui envahit complètement l'atmosphère. Et donc, ce phénomène-là ne va faire que s'amplifier. Alors, tout ça va s'amplifier jusqu'à ce que, en fait,
toute l'atmosphère soit remplie de poussière. Une fois que toute l'atmosphère est remplie de poussière, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, le contraste de température diminue. En plus, pendant le même temps, la planète, elle tourne autour du Soleil. Donc, on est en train de sortir de l'endroit où elle était au plus proche du Soleil. Donc, elle s'éloigne du Soleil et du coup, on a une diminution de l'évaporation du pôle sud, une condensation éventuellement qui va pouvoir commencer au pôle nord. On a vu que ça a influencé assez peu, hein, la condensation au pôle nord, elle est beaucoup plus faible. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, on va avoir, avec cette diminution de pression, une sédimentation de la poussière. Les vents arrêtent de souffler, la poussière peut sédimenter sur le sol et on retrouve une situation claire comme on avait avant le début de la tempête de poussière. Ça va pour ces tempêtes de poussière martiennes? Oui, monsieur. Ok. Ok, alors maintenant on va aller regarder. Donc ça, c'était ce qui se passait au sol, hein. Vous avez vu l'influence assez drastique, hein, des conditions qui peuvent varier en fonction des saisons. Dans cette atmosphère de Mars, finalement assez ténue et assez variable en fonction des saisons. Si on regarde un petit peu dans la haute atmosphère, donc qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans la haute atmosphère? Donc on a une température qui diminue, hein, avec l'altitude. Quand on augmente en altitude, on a une diminution de la température jusqu'à atteindre des très hautes altitudes où là, on va avoir des phénomènes d'interaction avec le vent solaire qui vont éventuellement venir chauffer la haute atmosphère, le vent solaire et puis les rayonnements UV intenses. Mais ce qui peut se passer, c'est que quand on monte en altitude, en fait, on va atteindre des températures tellement basses, donc jusqu'à peut-être des moins 150, moins 170 degrés. Et en fait, le CO2 qui est présent à haute altitude, eh bien, il va pouvoir condenser. Donc, cette condensation, eh bien, on a pu l'observer sur Mars. Donc, on a pu observer, ici, c'est à droite, là. Vous voyez que on observe au niveau. Donc, ça, c'est du. Alors, que je vous explique ce que c'est. Ça, c'est un spectre, en fait. Donc, ici, vous avez la longueur d'onde en abscisse. En ordonnée, c'est l'altitude. Et donc, ça représente finalement le rayonnement disponible pour une longueur d'onde donnée en fonction de l'altitude. Donc, on voit ici que toute la zone qui est noire, c'est là où c'est absorbé. Donc, on voit ici une forte absorption qui est due principalement au CO2, hein, qui absorbe le rayonnement. Vous voyez ici, à partir de 100 km à 150 nanomètres, on n'a plus de rayonnement, hein. Et par contre, si on va à des plus grandes longueurs d'onde, le rayonnement il peut pénétrer jusqu'à des profondeurs de quelques kilomètres, hein. Sauf qu'on voit aussi ici une bande d'absorption. Et cette bande d'absorption, eh bien, on l'attribue justement à la présence de nuages à haute altitude, hein, à une centaine de kilomètres, 80-100 kilomètres, nuages de CO2 à très haute altitude. Ok, donc on peut quand même avoir des nuages, hein, sur Mars, même si c'est une atmosphère qui est relativement claire la plupart du temps. Il peut quand même se former quelques nuages assez fins qui vont ressembler un petit peu à ces nuages stratosphériques qu'on peut avoir sur Terre au niveau des pôles. À plus basse altitude, on peut aussi éventuellement avoir de la condensation due à de la vapeur d'eau. Hein, je vous l'ai dit, et par moment, à certaines saisons, on va avoir injection de quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et cette vapeur d'eau, eh bien, éventuellement, quand il y a de la poussière, elle peut condenser à la surface des poussières et former des petites grains de glace, en fait, qui vont être présents dans l'atmosphère. Donc, c'est principalement les processus de condensation qu'on va avoir dans l'atmosphère. Donc, quelques faibles brumes, on va dire, de vapeur d'eau et éventuellement des nuages à très haute altitude.
Ok, quelques mots sur la topographie de Mars. Mars, c'est le paradis des géologues, en fait, hein. Euh, les géologues adorent Mars parce qu'il y a un peu toutes les structures qu'on peut imaginer. Euh, donc ça, c'est une carte de Mars en altitude qui a été faite par un altimètre laser. Donc un altimètre laser, hein, vous envoyez un faisceau laser vers la surface, vous récupérez le faisceau réfléchi et en fonction du temps de parcours, vous déterminez quel parcours il a parcouru, enfin quelle distance il a parcouru. Et donc vous en déterminez les altitudes. Euh, donc ici, quand c'est en bleu, c'est des basses altitudes. Et puis quand c'est en rouge, voire marron blanc, là, c'est des hautes altitudes. Alors vous voyez qu'il y a des fortes variations, hein, et il y a une forte dichotomie entre ce qui se passe dans le nord, où on a quelque chose qui est assez plat, avec des basses altitudes. Ici, on a aussi un bassin au niveau de 60 degrés de longitude, là, au niveau des latitudes sud, des basses latitudes sud. Et puis après, ben, au sud, on a un terrain qui est beaucoup plus cratérisé, hein. Vous voyez la cratérisation, là, on l'observe bien, hein, c'est tous ces ronds qui sont dus en fait à des météorites qui tombent. Euh, et vous voyez qu'ici, au niveau du pôle sud, contrairement au pôle nord, eh bien, c'est assez peu, ça a très peu changé en fait depuis le début de l'histoire de Mars, hein. Ça veut dire que le terrain ici, il a été très peu renouvelé, un peu comme sur la Lune, quoi. Ça a quasiment été figé et depuis, ben, il y a des cailloux qui tombent dessus et donc à chaque fois qu'il y a un caillou, ça fait un trou dedans. Et puis ce qu'on voit ici aussi, on a une région ici euh, avec, oups, on a une région ici avec un grand nombre de volcans, des volcans qui peuvent être très très importants. Le plus haut volcan ici fait plusieurs kilomètres de hauteur, hein. Euh, bah, vous voyez que c'est une région volcanique qui est très localisée en fait, avec au bord de cette région volcanique ici une structure assez particulière qui est en fait un canyon. Donc vous avez ici un grand canyon qui barre toute la surface de Mars, hein. C'est beaucoup plus grand que le grand canyon que vous avez sur Terre. Euh, donc une structure, voilà, avec des différences entre les différentes positions sur Mars qui sont très très importantes. Ok, d'ailleurs, cette carte, si vous voulez la retrouver, hein, vous connaissez Google Maps, hein, qui permet de vous orienter à la surface de la Terre. Eh bien, ils ont aussi créé Google Mars, qui vous permet, si un jour vous allez sur Mars, de vous retrouver à la surface de Mars. Euh, bon, en dehors de la blague, ça permet aussi de positionner ici les différentes missions qui ont été sur Mars. Je reviendrai sur ces missions martiennes. Alors peut-être pas tout à l'heure parce que le cours est bientôt terminé là. Mais on retrouve ici par exemple une mission actuellement en cours sur Mars, hein, depuis 2012. Donc ça fait 8 ans qu'on a un petit robot ici qui est en train de rouler à la surface de Mars dans cette région et qui est en train d'explorer le sol de Mars. C'est la mission Curiosity. euh, dont je vous reparlerai bah, du coup la fois prochaine. Vous retrouvez sur la gauche là les différentes missions martiennes, hein, qui ont été mises à la surface de Mars, enfin différentes missions martiennes, ils n'y sont pas toutes, notamment les MER, Spirit et Opportunity, euh, Mars Rover, euh, qui ont exploré la surface de Mars. Ok. Alors, un petit mot donc, sur ces volcans martiens. Vous avez donc ici le plus grand volcan.
du système solaire, Olympus Mons, le mont Olympe. Vous voyez la taille du mont Olympe par rapport à une carte de France, hein. C'est quasiment la taille de la France. Bon, peut-être pas tout à fait, on va dire la moitié de la taille de la France. Vous avez ici une comparaison avec le mont Everest à la surface du globe terrestre, qui se situe à 9 km d'altitude si on prend par rapport au sol. Enfin, ouais. Ou encore le Mauna Kea, donc, qui est le volcan de l'île d'Hawaï, que si vous prenez par rapport au plancher océanique, hein, il fait 10 km d'altitude. Donc, c'est à peu près les structures qu'on a sur Terre, hein, les plus hautes, font à peu près 10 km d'altitude. Ici, vous voyez que le mont Olympe, c'est 27 km d'altitude. Hein, donc 3 fois plus grand que le plus haut sommet sur Terre. Avec une taille qui est juste gigantesque, hein. Ici, vous avez 70 km juste pour la caldeira, c'est-à-dire cette région centrale ici, fait 70 km de diamètre avec 3 km de profondeur. Donc, c'est des volcans qui sont énormes, qui ne sont pas en très grand nombre, hein. Si vous regardez sur la carte ici, on peut les compter, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne les voit plus les autres, là. 7. Donc, il y a en gros 7 grands volcans à la surface de Mars, mais c'est des structures qui sont assez gigantesques. Ok, on a aussi sur Mars donc, le plus grand canyon du système solaire, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui fait près de 4000 km de long. Donc, vous voyez que c'est quasiment le continent américain transpercé par un canyon. 700 km de large, avec une profondeur qui peut aller jusqu'à 7 km au plus profond. C'est juste gigantesque, hein. Vous pouvez comparer au Grand Canyon américain, hein, qui fait 10 fois moins, en fait, 400 km de long, avec une largeur seulement de 5 km, enfin, qui peut varier jusqu'à 30 km. Mais rien à voir avec les 700 km qu'on observe sur Mars. Donc, il y a eu sur Mars, à une certaine période, des mouvements tectoniques qui ont créé des structures gigantesques à la surface de Mars. Et certainement que, eh bien, il y a eu quelque chose dans l'histoire de Mars qui a permis cette tectonique-là, et ça a certainement eu une influence sur l'évolution du climat martien et finalement de l'histoire de Mars par la suite. Mais ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous allons regarder Mars sous un angle un peu différent. Juste pour terminer aujourd'hui, on va essayer de regarder Mars cette fois-ci comme un objet qu'on appelle un objet de l'exobiologie. On va effectivement aller étudier Mars pour voir alors, les premières études en fait de Mars dans les années 70 étaient motivées par est-ce qu'il existe des Martiens? Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Après les premières missions qui ont montré que finalement il n'y avait pas de vie, les missions se sont arrêtées et il a fallu attendre près de 15 ans pour pouvoir relancer des missions sur Mars dans ce contexte de essayer de dire est-ce qu'il y a pu y avoir par le passé de la vie sur Mars, et notamment un ingrédient essentiel à la vie qui est l'eau. Donc en fait, à partir des années 90, on a commencé à envoyer des missions sur Mars pour essayer de déterminer si oui ou non il y avait eu de l'eau sur Mars par le passé, et si oui, à quelle période, pendant combien de temps, sous quelle forme, et est-ce qu'il en reste encore aujourd'hui, et est-ce qu'il y aurait des conditions, est-ce qu'on pourrait retrouver éventuellement des traces de vie fossile à la surface de Mars. Voilà, donc ça, ce sera la prochaine fois. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. Si vous avez des questions, j'ai encore quelques minutes pour vous y répondre. Monsieur, Oui.
Concernant l'eau sur Mars, je crois que dernièrement, ils avaient déjà découvert de l'eau en profondeur dans le Alors, sous-sol de Mars. ouais, il y a eu deux détections qui semblent confirmer qu'il y a effectivement la présence d'eau en profondeur, mais pour l'instant, ces détections, en fait, elles ne détectent que des toutes petites poches d'eau. Voilà, je dirais des petites mares d'eau. Non, on va dire des petits lacs d'eau souterrains, mais pas de grosses quantités, quoi. Mais là, on dévoile un peu. Mhm. Monsieur, ça au moins peut-être ça veut dire que la vie a existé auparavant sur Mars, puisque là où il y a de l'eau liquide surtout, cela veut dire qu'il y a probabilité d'avoir de la vie. Alors, c'est une probabilité. Après, ça ne suffit pas, hein. Il y a plusieurs ingrédients pour avoir de la vie quelque part. Il faut de l'eau, effectivement, de l'eau sous forme liquide. Il faut de l'énergie. Donc ça, il y en a, hein, puisqu'il y a le soleil qui éclaire. Mais il faut aussi de la matière organique. Et donc, c'est effectivement ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est qu'actuellement, on est en train de rechercher la présence de matière organique à la surface de Mars. Ok. 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 D'ailleurs, ce n'est pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on n'a pas cours. Ce sera la semaine d'après. Ok. OK. Ok, monsieur. Bon. Ben, merci à tous. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À vous de même. Au revoir, monsieur. Et ben, du coup, à dans 2 semaines alors. Ok, monsieur. Thank you. OK. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci, vous aussi.